On va parler d'une histoire de pression, d'un équilibre incroyablement fragile et de ce qui se passe quand tout bascule à l'intérieur de l'espace le plus précieux et le plus confiné de notre corps, notre crâne. Voilà, c'est la question centrale de tout ce sujet. Il faut vraiment s'imaginer une boîte complètement rigide, scellée. Si on essaye de rajouter quoi que ce soit à l'intérieur, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est exactement le dilemme que notre cerveau doit gérer à chaque seconde. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va commencer par le contenant, par la boîte elle-même. Le point de départ, le fait fondamental, c'est ça. Le crâne, ce n'est pas un ballon de baudruche. Il ne peut pas s'étirer pour faire de la place. Non, son volume est fixe, un point c'est tout. Et c'est cette simple contrainte physique qui est à l'origine de tout le drame qu'on va décrire. Et quand la pression monte trop fort là-dedans, eh bien ce phénomène, ça porte un nom, l'hypertension intracrânienne, ou HIC pour faire plus court. Pour se donner une idée, la pression normale, c'est entre 7 et 15 mm de mercure. Mais quand elle se met à grimper durablement au-delà de 20, là, le signal d'alarme retentit. On parle d'une urgence absolue. Alors, comment est-ce que ça fonctionne en temps normal? Comment tout ça cohabite dans cet espace si restreint? À l'intérieur de cette boîte, il y a, disons, 3 colocataires. D'abord, le cerveau lui-même, qu'on appelle le parenchyme, qui prend la grande majorité de la place, 80%. Ensuite, on a le liquide céphalorachidien, le LCR, qui sert un peu de coussin protecteur. Et enfin, bien sûr, le sang, indispensable pour l'oxygène et les nutriments. Et la cohabitation entre ces trois-là, elle est régie par une loi physique, mais alors implacable, la doctrine de Monroe-Kelly. Et ce qu'elle nous dit, c'est très simple. Puisque la boîte ne peut pas s'agrandir, la somme des volumes du cerveau, du sang et du liquide doit, quoi qu'il arrive, rester constante. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. L'implication de cette loi est fascinante. C'est un jeu à somme nulle. Si le volume d'un des composants augmente, un autre, ou les deux autres, doivent forcément diminuer pour lui faire de la place. Il n'y a juste pas d'autre option. Mais alors que se passe-t-il quand un intrus débarque et vient perturber ce bel équilibre? Heureusement, le corps a quelques tours dans son sac pour se défendre, au début en tout cas. Cet intrus, ça peut être une tumeur qui se développe, un hématome après un choc, ou un œdème, un gonflement. C'est un peu comme un quatrième colocataire qui forcerait la porte et qui s'installerait sans y être invité. Forcément, il va falloir lui trouver de la place. Et pour ça, le corps est incroyablement malin. Sa première astuce, c'est d'expulser le composant le plus mobile, le liquide céphalorachidien, hop, hors du crâne. Sa deuxième astuce, c'est de réduire le volume de sang qui se trouve dans les veines. Et pendant un certain temps, eh bien, ça marche. C'est ce qu'on appelle la phase de compensation. Le problème, c'est que ces mécanismes de défense ne sont pas infinis. Il y a un moment où ça ne marche plus. Un point de rupture. Et quand cette limite est franchie, la situation ne se dégrade pas un petit peu, elle bascule. Complètement. Et cette courbe, elle illustre ça à la perfection. C'est la courbe pression-volume de Lang-Fitts. Elle est vraiment au cœur de toute la compréhension de l'hypertension intracrânienne. Regardons-la d'un peu plus près. Au début, on voit que la ligne est presque plate. Ça, c'est la zone de compensation. On peut ajouter un peu de volume et la pression, elle bouge à peine. Le système gère, il s'adapte. Mais ensuite, on arrive à ce virage très net, ce coude qu'on voit bien sur le graphique. Et là, c'est la rupture, c'est la décompensation. Le moindre petit ajout de volume supplémentaire et la pression ne fait plus qu'augmenter. Un peu? Non, elle explose. C'est une montée exponentielle. Le système est complètement dépassé. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette explosion de la pression? Quelles sont les conséquences quand le système est à genoux? Pour comprendre la suite, il faut connaître cette équation, qui est juste vitale. Le sang a besoin d'une certaine force pour entrer dans le cerveau. C'est la pression de perfusion cérébrale. Et cette force, c'est tout simplement la différence entre la pression artérielle, qui pousse le sang à entrer, et la pression intracrânienne qui, elle, s'y oppose et la repousse. Le problème est donc évident. Si la pression à l'intérieur du crâne augmente, cette force motrice diminue, et le cerveau est de moins en moins bien irrigué. Et là, on voit bien le fossé immense qui sépare les deux états. En phase de compensation, on a des maux de tête, des vomissements. Ce sont des signaux d'alerte. Mais quand on bascule en décompensation, les conséquences attaquent directement le cerveau. Troubles de la conscience, une grande somnolence, jusqu'au coma. Ce n'est plus une alerte. Là, le cerveau est en train de suffoquer. Alors que le cerveau manque d'oxygène, le corps lance sa toute dernière manœuvre. C'est une tentative désespérée, le réflexe de Cushing. C'est une réaction en chaîne terrible. D'abord, il augmente la pression artérielle à des niveaux extrêmes pour essayer de forcer le sang à passer. En réaction, le cœur, lui, ralentit brutalement. Et enfin, le centre qui commande la respiration devient complètement chaotique. C'est vraiment le dernier cri d'alarme de l'organisme avant la catastrophe. On arrive alors au point de non-retour.
Si la pression à l'intérieur du crâne devient si forte qu'elle finit par égaler la pression artérielle, l'équation de Tukaler nous donne un résultat implacable. 0. La pression de perfusion cérébrale est nulle. Ça veut dire que le flux sanguin vers le cerveau s'arrête totalement. Et cette question, elle nous laisse face à la réalité la plus crue de ce phénomène, quand la pression qui résiste à l'intérieur devient aussi forte que la pression qui pousse pour entrer, eh bien, le combat est perdu. L'irrigation s'arrête, et sans sang, sans oxygène, il ne reste plus rien. Une conclusion qui nous rappelle à quel point cet équilibre, caché au plus profond de nous, est à la fois fondamental et, finalement, terriblement fragile.